On va commencer cet atelier parce qu'on est déjà très en retard. Je crois que la plénière a été vraiment passionnante. Je suis Karine Faux de la région Occitanie. J'ai un projet économie circulaire et déchets. Je co-anime cet atelier avec Julie Vercade et Robat sur la démarche aussi. Bon, juste pour introduire effectivement quelques chiffres de BTP, donc c'est 10,4 millions de tonnes de déchets par an en Occitanie. On a à peu près 70% de valorisation dans les travaux publics et seulement 30% dans le bâtiment en termes de valorisation. Donc, il y a vraiment effectivement trouvé des solutions, des initiatives pour augmenter cette part de valorisation jusqu'à 80%, qui sont les objectifs du PRPGD en termes de valorisation. Et en termes de prévention, c'est conserver effectivement la quantité de déchets produites depuis 2015 en 2025 et en 2031, c'est-à-dire éviter la production supplémentaire de déchets. Donc, pour cette occasion, effectivement, on vous a proposé des interventions de différents acteurs qui vont vous proposer des solutions assez intéressantes qui vont permettre de voir voilà, des solutions existantes. Juste une petite précision. Alors, j'ai lancé un enregistrement vidéo. Donc, les gens devant vous souriez. C'est expérimental, c'est voir ce qu'on va pouvoir retirer de cette réunion, mais bon, formalisez ça. Je te laisserai la parole. Oui, et donc sur le programme, on va commencer par vous montrer des expérimentations sur le territoire. On a parlé tout à l'heure de réemploi en plénière, comme quoi c'était compliqué, mais on va voir que par l'expérience, en fait, on arrive quand même à faire des choses. Et c'est justement en faisant qu'à la fois on apprend, mais qu'on crée aussi des potentielles filières qui sont du coup viables aussi financièrement. Donc ça, c'est ce qu'on va voir avec Patrick Bernard de Cinétique en premier. Ensuite, on aura une expérimentation sur plutôt tout ce qui est parquet, charpente, menuiserie, donc une mine urbaine qui existe déjà. Et ça, ce sera au travers de l'intervention du Alain Liénard qui pilote, voilà, je cherchais ton regard, une plateforme de réemploi qui s'appelle MRBC. Ensuite, je vous présenterai une démarche qu'on porte au sein d'Envirobat Occitanie qui s'appelle ROXY, donc ROXY, sur le réemploi des matériaux de construction. Et enfin, on verra la Maison de la Santé pluridisciplinaire. Donc là, c'est Elian Latour de la SCOP Écolimut qui nous présentera plutôt la partie réemploi des terres d'excavation. Et enfin, si on a le temps, on a un petit sujet sur les déchets du BTP en Occitanie. Et notamment des expérimentations, encore une fois, sur le territoire. Et du coup, je passe tout de suite la parole à Patrick Bernard de Cinétique sur les expérimentations. Je reconnais beaucoup d'entre vous, donc je vais passer assez rapidement sur le projet Waste to Build et puis discuter un peu autour des boucles circulaires sur le lycée Bellevue piloté par la région Occitanie dans le cadre du projet Waste to Build. Je vais essayer d'être assez rapide pour que vous puissiez poser des questions éventuellement, parce que, comme je vous disais, c'est présentation qu'on a fait quelques fois, donc peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas l'expérience, l'expérimentation ou le programme, et puis qu'on puisse échanger un petit peu. Donc Life Waste to Build, c'est un projet qui dure 4 ans et demi, qui finira en février 2026. Et vous avez autour de la table, ici, différents partenaires. Évidemment, c'est coordonné par Toulouse Métropole. Jérémy qui est là, et c'est Toulouse Métropole qui pilote le projet. Et en partenaire, on trouve Envirobat, celui qui est là, Toulouse Business School Education, la Fédération du bâtiment et travaux publics, l'INEC, le CSTB et également Cinétique. Donc, c'est un réseau de partenaires et c'est un programme qu'on a voulu global qui pèse à peu près 2,7 millions sur ces 4 ans et demi en termes d'ingénierie. La slide la plus compliquée. Donc, sur cette slide, vous voyez afficher toutes les actions du programme. Donc, on voit à gauche, Cinétique pilote les actions d'expérimentation, de modélisation et de fédérer et massifier. Et de l'autre côté, la métropole pilote les actions avec les partenaires financiers qui sont dans les petits carrés, pilote les actions d'outils, de formation et d'évaluation, de communication et de dissémination. Voilà, donc un transfert technique et nous, on appuie plutôt opérationnel. Donc, on va conduire 58 chantiers exemplaires sur le territoire, modéliser ça à travers un kit marché public de closier type selon les 4 figures, urbain, etc., en zone
denses, les types de bâtiments, etc. Donc, on va essayer de produire un kit en septembre 2023. Et on est en train, ce sera a priori aux alentours du 17 novembre, faire signer une charte économie circulaire à l'ensemble des maîtres d'ouvrage du territoire qui s'engagent dans la démarche. Donc, si on doit retenir une seule chose, c'est que le projet Waste to Build, c'est une démarche territoriale pour essayer de changer de paradigme ensemble, qui prévoit un peu tout le système d'acteurs. À la fois, de l'autre côté, la formation des entreprises, la formation des maîtres d'œuvre, notamment avec Envirobat, la formation des entreprises par la FFB, l'essaimage de plateformes numériques, d'une première plateforme numérique sur le territoire pour mettre en lien les ressources, des créations de plateformes physiques et tout un réseau pour la communication et la sensibilisation des scolaires. Donc, on essaie de s'intéresser aux 4 types d'acteurs, à la fois les acheteurs publics et privés qui sont ici, parce qu'on a ouvert aux acheteurs privés, les maîtres d'œuvre, ceux qui sont sur la conception, les entreprises de travaux, notre catégorie, et les opérateurs qui vont avoir les plateformes physiques de matériaux. Donc, les 4 grands types d'acteurs sont un peu représentés, il y a des actions pour tout le monde. Donc, c'est un projet global de territoire, mais on va zoomer beaucoup. Ici, vous voyez les maîtres d'ouvrage qui sont dans la boucle, pour vous dire quoi, on n'est pas tout seul, hein. On plutôt à adhérer à ça. Donc, on retrouve des bailleurs sociaux, des promoteurs privés, des communes, sur le périmètre initial de la métropole. Donc, le projet a pour périmètre Toulouse Métropole et a pour objectif après de s'élargir à l'échelle régionale. Et puis aussi même de disséminer sur le plan national et européen, c'est l'engagement qu'on a pris d'aller communiquer auprès des autres territoires, avec la métropole, Toulouse Métropole. Donc, vous voyez une diversité de maîtres d'ouvrage qui participent à la démarche. Et c'est sans arrêt en évolution, puisqu'on a 58 chantiers, que tous ne sont pas encore satisfaits. On a 38 chantiers déjà repérés. Donc, il reste encore une vingtaine de places. Donc, à chaque fois, les logos et les partenaires se développent parce que l'idée, c'est que faire l'économie circulaire sur un chantier, c'est un peu compliqué avec un seul maître d'ouvrage. Faire l'économie circulaire, faire des boucles, c'est bien d'être nombreux. Donc, l'idée, c'est d'associer le maximum de maîtres d'ouvrage pour créer des boucles entre les différentes maîtrises d'ouvrage. Donc, les 8 premiers chantiers pilotes, il y en a 8 plus 50, pour être précis, sur les 58. Ça, c'est les 8 premiers qui ont été désignés. Et aujourd'hui, on va échanger sur la réflexion du lycée Bellevue. Voilà. Mais il y en a 7 autres qui ont démarré avec des gros projets, un nouveau campus de TBS et 70 millions d'euros, comme un projet avec Inly de 6 logements qui fait moins d'1 million d'euros. Alors, en toutes les tailles de projets, enfin, de moyens à gros, on va dire plutôt. Pas les tout petits projets, mais on a des projets de toutes les tailles, en zone urbaine, en zone dense, en quartier prioritaire, etc. Donc, zoom sur la réflexion du lycée Bellevue et sur les boucles d'économie circulaire qu'on essaie de mettre en place. C'est la démonstration, c'est le premier chantier qui se termine pour nous, il vient de se terminer. Donc, c'est le premier chantier terminé, puisqu'on a démarré en septembre 2021 le projet, et on prend les projets dès la conception. Donc, c'est vrai que ça prend du temps avant qu'on arrive en phase travaux. Mais celui-là, il était assez avancé, les accords cadres étaient signés avec les entreprises qui travaillent, c'était CDS, notamment Bordarios, la SMAC. En fait, c'est quoi le chantier? C'est la rénovation de la toiture du lycée. Concrètement, on refait la toiture, c'est simple. On refait la toiture et nous, on a repéré une ressource, c'est les bacs aciers. Jusqu'alors, les bacs aciers sont jetés dans les bennes, la plupart du temps, et ça devient des déchets. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est un changement de paradigme en disant, est-ce qu'on ne peut pas les réutiliser en clôture de chantier, sur des bacs aciers en rénovation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, on s'est rendu compte que économiquement, la boucle a été largement viable. Il y a 47 000 € qui ont été gagnés collectivement entre le maître d'ouvrage, les entreprises qui ont démonté les bacs aciers et celles qui les ont reçus. C'est-à-dire qu'on vend les bacs aciers aujourd'hui, ça ne vaut pas grand-chose en métal, hein, c'est 150 € la tonne. Hein, donc, ça ne fait même pas 1 € du mètre carré. Les entreprises les ont vendus 6 € du mètre carré juste en les mettant sur des palettes. Et les entreprises qui ont acheté, les acheter à 30 € en ce moment, entre 20 et 30 € cette ressource, ils ont pu l'acheter à 6 €. Donc, si vous voyez, on est passé ça vaut de 1 quand on le jette dans la benne, 30 quand on l'achète à 9, et là, 6 sur ce volet réemploi, ça a été évalué à 6, sachant qu'ils avaient fait la moitié de leur cycle de vie, les bacs aciers à peu près. 10 ans sur 20 ans, si je simplifie. Et on se rend compte que finalement, les entreprises ont plutôt joué le jeu, même ont bien joué le jeu. Donc, c'était CDS qui était contraint de faire ça sur les petites longueurs. Et en fait, les autres, ils ont dit, mais nous aussi, on a des grandes longueurs, mais on va les couper en deux, on va aussi les revendre. Parce qu'on voit que ça marche bien, le voisin, il est en train de les revendre. Nous, on les met à la benne, on les vend à 150 € la tonne. Et ce que je retiens, moi, ce que je voulais vous dire comme message aujourd'hui, c'est qu'il y a des freins pour leur emploi culturel, sanitaire de réemploi, c'est compliqué dans du neuf, etc. Il y a des freins assurantiels, très lourds. La porte coup de feu, c'est compliqué, etc. Menuiserie. Mais le principal frein, je pense que c'est le changement de paradigme, c'est de penser différemment. Puisque la preuve, là, ça a été possible. Économiquement, c'est rentable. Et en réalité, le principal frein, c'est de reproduire ce qu'on fait d'habitude. C'est ce que nous ont dit les entreprises. D'habitude, on ne réfléchit pas, on les met à la benne. Et là, on se rend compte qu'en les descendant doucement, ce qui est d'ailleurs obligatoire de ne pas les jeter depuis le toit,
ceci dit, en termes de sécurité, mais c'est ce qu'ils font souvent, les entreprises, ils le balancent depuis le temps dans la benne. Là, ils les ont descendus doucement, ils les ont mis sur palette et ça a été possible. Donc, en fait, c'est juste un changement de façon de faire. Bon, bien sûr, on les a appuyés pour trouver les exutoires, que ce soit en bac acier, que ce soit en clôture de chantier, que ce soit sur les différentes formalités. Et la région occitanienne a profité aussi parce qu'ils ont eu plein de lycées qui ont été grêlés et qui ont connu des difficultés au mois de septembre à cause de la grêle. Et il n'y avait pas de bac acier aussi. C'était très compliqué de s'approvisionner dans les temps. Et en fait, ces bacs acier, on les a en une semaine, les 3000 m² ont été vendus par les entreprises. Donc, on n'a eu aucun problème d'exutoire. Ça, c'est peut-être conjoncturel, on verra par la suite. Mais en tout cas, cette fois-ci, ça a fonctionné. Et voilà ce que je voulais vous dire sur cette expérience. Il y avait des questions, j'ai eu. Parce que le problème, en fait, à la base, c'est pas de se dire qu'il y a un matériau qui est démonté à la moitié de son autonomie. Après, le matériau, il n'est pas tout seul. Le toit du lycée, il y a d'autres matériaux, il y a des isolants, il y a d'autres matériaux qui ont plus subi les affres du temps. Pourquoi est-ce qu'on a démonté la toiture? Pourquoi est-ce qu'on a changé la toiture s'il était un matériau cyclonique? Parce que le bac acier, ce n'est pas la seule ressource pour faire une toiture. Il y a plusieurs ressources, il y a de l'isolant, il y a de la couverture et tout ça. Il y avait différents matériaux. Et après, je ne suis pas diagnostiqueur de toiture, hein, mais le lycée avait jugé que cette toiture, elle commençait à être fatiguée par endroits. Et donc, a pris cette décision, en sachant qu'en plus, c'est une toiture qui est observée, parce qu'il y a le téléphone qui passe tout au-dessus, toute la journée. Mais au-delà de ça, je pense que les ressources n'évoluent pas de la même façon. C'est-à-dire que vous avez un bâtiment qui est peut-être en très dégradé, mais peut-être qu'il y a des éléments de charpente métallique ou autres qui peuvent être conservés. Et du coup, on va se retrouver à des charpentes métalliques qui ont fait moins de 5% de leur cycle de vie. Parce que quand vous démontez un bâtiment qui a une charpente métallique qui a 30 ans, en fait, on sait que l'acier, il peut ne pas bouger pendant des millénaires. Il n'y a pas de raison qu'il bouge, l'acier. Donc, il y a des ressources qui sont même jetées aujourd'hui et qui sont à 5% de leur cycle de vie. Et des bâtiments qui sont refaits et qui contiennent ces ressources-là pour d'autres raisons. Il y a d'autres raisons de programmation, de fonctionnalité, de besoins. Même si d'avant, nous, nous prêchons pour qu'on démolisse et on rénove le moins possible et on conserve l'existant et prolonger la durée de vie d'usage. En tout cas, après, une fois que le choix a été enterré, politiquement, de refaire la toiture, on arrive à ce moment-là. Que vous en profitez pour faire une défothèque, à ce que ce ne soit pas reproduit dans le temps, la conception à l'auteur du bâtiment, on ne le refasse pas. Il ne faut pas qu'on ait une meilleure durabilité de la construction. Que dans le futur, on ne refasse pas. Quand vous démontez, dites on a démonté parce qu'il y avait ça comme problème, et alors que tout le reste du matos, on aurait pu le laisser en place, donc du coup, on ne va pas le refaire. Ouais. Alors nous, dans le programme Life, on ne s'attaque pas à ça. C'est tout ce qui est autour d'anticiper la réversibilité des matériaux au niveau du neuf et de la conception. On ne s'attaque pas directement, mais d'autres acteurs s'y attaquent, heureusement. Et tout ce qui est autour de l'éco-conception au sens très large. Hein, voilà, vraiment, je prends le paramètre très large. Ce serait le rôle d'un bureau. Oui, il y a aussi l'agence qualité construction avec qui on a travaillé par ailleurs sur certaines fiches, où l'idée c'est de faire des diagnostics de bâtiments en l'état pour se dire tiens, là ça a été mal conçu et comment aurait-il fallu concevoir. Donc il y a déjà des mallettes et des kits de qualité qui existent pour l'agence qualité construction. Après la poursuite de leurs travaux, nous, je ne fais plus partie, mais certainement d'autres acteurs y sont. Et en tout cas, ils ont pour objectif vraiment de travailler sur ce sujet-là, oui. Oui, sur le sujet de l'éco-conception des bâtiments, vous avez un site ressource qui s'appelle BASED, donc B-A-Z-E-D, où là, vous avez tous les grands principes d'un bâtiment zéro déchet, de la conception, démontabilité, réversibilité, etc., jusqu'à la gestion des exutoires des déchets, comment on fait pour recycler et réemployer. Et la principale difficulté, ça reste quand même les matériaux complexes. C'est-à-dire quand on a des matériaux un peu hybrides, où on avait mis de la colle avec de la mousse expansée ou du polystyrène collé sur des planches de bois, je simplifie, c'est que les matériaux qui sont les plus bruts, il y aura d'autres expériences sur la terre crue et tout, plus le matériau est brut, plus évidemment la réversibilité du matériau est bonne. Plus le matériau est hybride, plus il est composite, plus il est complexe, moins la réversibilité est forte. Donc, ce qu'on peut encourager, c'est aussi autour des écomatériaux dès la conception, les plus simples possibles et biosourcés. Juste pour rebondir, ce n'est pas forcément un défaut qui fait qu'on va devoir démonter le bâtiment. Dans ce cas de figure, je ne connais pas précédemment, mais la rénovation énergétique des bâtiments va créer ce genre de situation. Il y a des choses, il y a des bâtiments dont on a remplacé des éléments
il y a 10 ans, par exemple, des éléments de toiture, et aujourd'hui, ils vont subir une grosse rénovation, notamment thermique de la toiture. Et cette rénovation thermique va entraîner un changement de couverture par compatibilité des matériaux, etc. Donc, ce n'est pas forcément un défaut à l'origine. Et si, parce qu'en fait, la mauvaise conception thermique, on l'a connaissait bien à l'époque, en fait, c'est aussi sur le choix des matériaux. Si aujourd'hui, on va changer les lignes de verre parce qu'elle est performante, parce qu'on traite de chaud dans un lycée qui est isolé, mal isolé, avec un bac acier, pas de ventilation avec une ligne de verre, on le savait il y a 10 ans, en fait. Oui. Donc, c'est juste de dire aujourd'hui, bah, je sais qu'on a qu'il faut faire des choses comme ça, c'est aussi un défaut. Quoi. Mais je suis d'accord avec vous que c'est tant mieux que ce soit pour de la rénovation énergétique qu'on fasse la rénovation, mais c'est la conception est globale, c'est pas que c'est sur un matériau structurel. C'est le mot juste. Pourquoi est-ce que dans les isolants, après 10 ans seulement? Mais pour moi, la rénovation thermique, c'est déjà avoir fait le bilan du fait qu'il n'y avait pas assez il y a 10 ans. Je voulais juste aussi réagir sur la démontabilité des bâtiments. On va apparaître de plus en plus dans les appels d'offres le fait de concevoir des bâtiments neufs, facilement démontables. Et on se retrouve, nous, en tant que bureau d'études, un petit peu dépourvu d'arguments quand on nous dit il faut nous prouver que 50% des matériaux sont non complexes ou dits facilement. Voilà. Les définitions de preuves sont dures. Et ben voilà, la réponse est souvent faire ce qu'on peut. Les matériaux les plus bruts possibles, les plus proches. Voilà. Et de là à donner un chiffre, parce que quand on nous dit 50% en masse des matériaux qui seront mis en œuvre dans le second œuvre, dans 30 ans, devront être facilement. C'est démontable, mais surtout. Réversibilité voilà, en tout cas, qu'il n'y ait pas des amalgames de matériaux qui fassent que c'est pas plus compliqué de recycler. Et nous, on est vraiment démunis par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, c'est dans aucun produit, on voit apparaître cette notion-là, ou alors ça va devenir parce que c'est une obligation réglementaire. Donc, dans le BTP, prochainement, des fiches d'information de produits devront intégrer la notion de recyclabilité. Ah, mais c'est bon, ça. J'avais une dernière idée. Donc, j'avais 2 idées fortes à vous donner aujourd'hui. La première idée, c'était que ça peut être rentable économiquement et ça peut être faisable, mais que le changement de paradigme, c'est ce qui est le plus compliqué, c'est changer de façon de penser les choses. C'est peut-être le plus dur. Au-delà de tous les freins qu'on connaît et qui ont déjà été listés, l'ADEME a fait une très bonne grille en 2016 de tous les freins liés au remploi. Je veux dire, voilà, ça a été travaillé, retravaillé. Mais au-delà de ces freins-là, il y a ce frein de changement organisationnel. Et après, peut-être, deuxième chose, on a fait aussi un travail sur Pamiers, sur des constructions de bâtiments, où on a créé des boucles. J'avais déjà présenté ça, mais l'idée centrale, c'est de se dire aussi qu'il faut un réseau d'acteurs et qu'il faut repérer le tissu local des acteurs pour arriver à créer les boucles. Donc, on parle de West Toubib parce qu'il y a 58 chantiers sur un territoire. On a été sur Pamiers, le gros travail, ça a été de repérer toutes les associations, toutes les structures, tous les intervenants, entreprises de l'ESS qui pouvaient intervenir pour venir récupérer ces matériaux. Donc, il y a 2 volets, il y a l'ancrage territorial et je pense le changement organisationnel. Et c'est sur ces 2 piliers-là, en tout cas, que nous, on travaille sur les 58 chantiers de cette philosophie-là, en se disant à chaque fois, il faut s'inscrire dans le territoire. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup de chantiers zoomés sur un territoire, c'est pour essayer de s'ancrer sur le territoire, créer des filières et aider à la structuration de filières. On est fini. Merci beaucoup, Patrick. On va le libérer parce qu'il a un autre atelier. Merci. Du coup, j'accueille Yves Alain pour nous présenter sa plateforme de réemploi et surtout tout ce qu'on trouve extraordinaire sur les chantiers qui peuvent avoir une seconde vie. Oui, bonjour, donc Yves Alain Liénard. La suite de la présentation, elle est. Oui, elle est à la suite. Oui, ici. Non. Ici. Non, c'est de l'autre côté. Voilà. C'est ça. Donc, oui, bonjour. Donc, Yves Alain Liénard, moi je suis responsable donc, et coordinateur de la plateforme Masse Réemploi de Matériaux. Alors, par rapport à tout ce que j'ai entendu effectivement tout à l'heure en plénière avec vous et même à l'instant, il y a plein de choses, effectivement. Là, on était sur quelque chose de très généraliste, sur des choses qui reprennent sur les idées de sobriété, etc., etc. Nous, ici, avec Masse Réemploi, ce qu'on veut faire, ce que je vais vous montrer, c'est un exemple extrêmement pratique, extrêmement territorial, extrêmement précis. Donc, au départ, avant Masse Réemploi, c'est MRBC, donc Montpellier Rebuilding Center, qu'on a monté
En 2019, on était deux, quoi, un architecte, un Thomas Ngaré et moi-même, en réfléchissant sur le réemploi des matériaux. On s'est dit, non, il y a trop de matériaux qui partent à la benne, il y a trop de matériaux qui ne sont pas réutilisés pour faire quelque chose. 2022, on n'a pas encore changé officiellement le nom, ce sera pour 2023, mais on intègre plus de compétences, de polyvalence, de portée, de bénévoles au départ et pendant presque 3 ans. On est à présent 8 salariés, alors ce n'est pas 8 ETP, hein, il y a du temps partiel, mais presque 5 salariés qui sont sur la plateforme. Et voilà, nous on a une plateforme, donc c'est un ancien magasin donc sur Montpellier, au Crèche, que la métropole donc, a mis à notre disposition pour pouvoir effectivement aller à la fois stocker du matériel, à la fois avoir nos bureaux où on fait un petit peu de recherche en même temps, et un atelier de reconditionnement. Parce que pour moi, en fait, la plateforme du réemploi de matériaux, c'est un marchand de matériaux, c'est un Castorama, c'est un Union Matériaux, si on veut, mais avec la particularité qu'on ne vend que de la seconde main et un atelier pour pouvoir reconditionner et le retravailler, ce que vous allez voir juste ensuite. On est au niveau de MRBC et après au niveau de MAS, nous on est sur toute la filière du réemploi. On s'est dit qu'il fallait pouvoir être présent du début à la fin pour pouvoir bien la comprendre. Au départ, comme moi je suis un ancien maçon, je passais par l'école Boulle, j'ai fait de la réhabilitation de maisons anciennes. Le réemploi, j'en ai toujours fait, parce qu'il fallait que j'aille chercher des tuiles anciennes, etc. Et d'une certaine manière, j'en faisais sans le savoir. Mais on a toujours été recherché, sauvegarder les choses, etc. Donc ça, c'est toute la conception, ce qu'on retrouve dans tous les schémas d'économie circulaire, ce qu'on retrouve dans tous les schémas de réemploi, que ce soit pour des matériaux, des fers à repasser. Non, peut-être pas la moutarde de Dijon, comme on en parlait tout à l'heure. Mais bon, toutes ces différentes choses, effectivement, tout produit qui va être construit, on a de l'extraction, on le fabrique, on le pose, hein, et puis à un moment, il va falloir, effectivement, ça devient ou un déchet ou le déconstruire, pour que ça ne soit pas un déchet, déconstruction, on fait une dépose propre, on le remet au propre, on le stocke et on le renvoie dans le circuit, etc. Et à un moment, il va partir au déchet. Mais plus on va allonger son cycle de vie, ce que vous disiez par exemple tout à l'heure pour les bacs aciers, plus on allonge son cycle de vie, et mieux c'est. Pour moi, d'un côté, au niveau du réemploi matériaux, là spécifiquement, la plateforme, le magasin, on a parlé tout à l'heure de plateforme numérique, c'est utile pour pouvoir se mettre en relation, savoir les stocks du voisin à 50 km ou à 150 km, mais la plateforme physique est absolument indispensable. On ne peut pas faire autrement, on ne peut pas être en flux tendu continuellement. Ce matin aussi, M. Biwix a parlé justement de ces transferts en différents endroits, qu'il faut que ça voyage énormément. Là, justement, on s'est dit, il y a un moment où on ne peut pas être tout le temps, le stock ne peut pas être sur un camion ou dans un bateau. Surtout si on veut reterritorialiser les choses, il faut bien qu'il soit sur place. Et donc, cette plateforme est indispensable. Donc, nous, ces plateformes, là, c'est le cœur, c'était le cœur et le poumon de la filière du réemploi. Nos objectifs, en fait, c'est tout simplement, pas tout simplement, si je puis dire, mais à grande échelle, parce que l'objectif, c'est aussi de massifier justement le réemploi, c'est diminuer tout ce qui est extraction de matière, c'est en même temps réduire les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'un bac acier, on voit bien s'il est réutilisé directement, on ne va pas extraire la matière. S'il partait comme aujourd'hui à la benne, il y a quand même toute l'énergie qui est utilisée pour pouvoir en refaire un lingot de fer, etc. Là, au moins, on réduit les émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on n'a pas tout ce circuit-là à faire. On le réutilise tel quel. Et en même temps, ça préserve les mémoires. Les mémoires, c'est les mémoires des personnes qui ont habité, qui ont été autour de ces lieux, tout simplement, qui souvent, même si c'est des endroits qui ne sont pas beaux, même si c'est des HLM qui sont dégradés un ou autre, néanmoins, ils ont vécu des choses. Ils ont envie que ça soit un minimum préservé et ça leur plaît. Et préserver les mémoires aussi des savoir-faire. Et pour aller dans quelque chose de précis, pour avoir un exemple très typique et très pratique, il y a une forêt urbaine qui est méconnue. Une forêt urbaine, quand on regarde aujourd'hui dans le dictionnaire, c'est les parcs et les jardins qu'on va avoir en ville. Mais il y a aussi toute une forêt urbaine qui est cachée, qui va être les parquets, la charpente, les menuiseries, tout ce bois qui a été coupé, qui existait bien avant, qui était un bois vivant, qui a été coupé, qui a été mis en œuvre. Pour vous donner un exemple, à Montpellier, on avait un palais des sports. On a toujours d'ailleurs un palais des sports qui a été construit en 1989. C'est un parquet en chêne massif, 800 mètres carrés. Mais aujourd'hui, il doit être réhabilité puisque les
terrains de jeu vont changer, les usages vont changer. Et de 800 mètres carrés, il faut passer à 1150 mètres carrés de surface sportive. Donc pour ça, le parquet devait partir et on va casser, alors c'est pas nous, hein, c'est le maître d'ouvrage qui va le faire, qui va casser tout autour, les gradins pour pouvoir agrandir effectivement cette surface. Alors ce parquet, normalement, il était voué à être pris à la pince, à être chargé dans des bennes et à partir, non pas dans un incinérateur, mais à partir au broyage pour faire de l'OSB. Donc on en faisait de la matière, il était au recyclage, mais effectivement, pourquoi le faire? Parce que quand vous voyez, quand on a commencé, nous on a fait une proposition de le démonter, quand on le démonte, on voit que c'est un parquet, là on l'a pensé, c'est un parquet qui est d'extrêmement bonne qualité. Il a fallu le travailler auparavant. On l'a entièrement poncé. On a poncé 800 mètres carrés de parquet. C'était plus simple de le faire sur une grande étendue plane et dure, plutôt qu'ensuite en atelier. Alors là, il y a quelques images qui suivent, effectivement, de tout ce moment de démontage. En gros, il y a donc 15 tonnes de matière, 18 mètres cubes de parquet, et 24 000 petites lattes, et une moyenne. On ne les a pas comptées une par une. 24 000 petites lattes de boue. Enfin, petites, elles sont quand même, c'est du massif, c'est 23 mm d'épaisseur. Une fois déposé, il faut pouvoir le conditionner. On en a mis en palette, on en a mis en big bag. Les palettes, donc ça, c'est déjà du reconditionné sur place, qui va être réutilisé et qui peut être réutilisé tel quel, comme du parquet, avec toute sa feuillure, etc. Avec tout, c'est du parquet, c'est un beau parquet. Et après, on l'emmène. On l'emmène, il y a eu en fait 3 semi-remorques, comme ça, qui sont partis vers notre plateforme, puisque là, il va falloir le reconditionner, c'est-à-dire on va enlever les clous, les agrafes, les agrafes, parce que ce n'est pas des clous, c'est des agrafes, pouvoir terminer le ponçage, même s'il a été fait au préalable, on a fait le plus gros, le nettoyer et le remettre sur palette, avant en fait de le relivrer à la ville de Montpellier, puisque c'est la ville de Montpellier qui a souhaité en rester propriétaire. Ils vont le réutiliser dans des petites surfaces, des bureaux, des salles de danse, un petit gymnase, etc. Et pour terminer, un petit peu, cette dernière slide, il y a un peu plus de choses à dire dessus. C'est le fait que nous, quand on a démonté, quand on a proposé, on a mis plus de 8 mois, comme je disais tout à l'heure, à persuader tout le monde au niveau de la ville de Montpellier de pouvoir le faire. Il y avait quelques personnes qui étaient persuadées de bien faire. Il y en avait d'autres qui n'avaient pas l'habitude. Comment ça va se passer? Comment ça va se faire? Est-ce que ça ne va pas allonger nos durées de chantier? Etc. En même temps, on sait que le bois, quand même, ça peut être un puits carbone. Et quand on parlait, on en a encore parlé tout à l'heure, je crois que c'est Mme Langevin qui parlait de la décarbonation, justement, et de pouvoir réduire effectivement les émissions de gaz à effet de serre. C'est un parquet qui a 33 ans. L'ADEME a calculé il y a quelque temps qu'une tonne de bois, dans une tonne de bois, il y a 1850 kg de carbone, d'équivalent carbone, qui est stocké. Tant qu'on ne va pas faire des petits copeaux ou le brûler. Il est stocké à l'intérieur, c'est quelque chose qui reste dans la boîte, mais ils ont dit aussi qu'il fallait que ce soit des forêts gérées correctement et que ça dure 100 ans, pendant 100 ans. Là, ce parquet, il allait partir au broyage, donc à ce moment-là, on cassait effectivement tout ça. Là, en le sauvegardant, on a déjà quand même 100 ans, c'est long, mais on a déjà fait un tiers du temps. C'est quand même pas si mal, il n'en reste plus que 2 tiers, on en a fait déjà beaucoup dessus. Et là, ça nous permet d'économiser plus de 27 000 kg de CO2, 127 000 km en voiture, pour prendre une équivalence, c'est 3 fois le tour de la Terre. Et donc, ça, c'est un parquet. En plus, je terminerai avec ça. On a réussi à les persuader. La première phrase, ça a été « oui, c'est un parquet qui a une histoire », parce qu'il y a le Montpellier Basket Club qui a fait ses débuts à cet endroit. Oui, il a une histoire, il faut pouvoir le garder. Moi, je sais que nous, dans notre mémoire technique, c'était quelque chose qu'on avait mis dans le bas en disant, bon, est-ce qu'ils vont être sensibles ou pas? C'est la première phase qui a été ressortie. La mémoire, effectivement, cette sauvegarde. Et après ça, effectivement, tout le bien qu'on peut faire de garder, effectivement, ça pour la planète ou autre. Ce n'est pas encore des massifications énormes, mais il y a déjà un véritable impact. Merci. Par rapport à
Là, c'est la ville de Montpellier qui se fait récupérer elle-même. Donc, enfin, ils ont des chantiers un peu. Et par rapport à votre ville, la ville de Montpellier n'avait pas récupéré. Comment ça aurait pu se faire? Ça veut dire que vous avez un magasin de stockage. Oui. Et puis, il y a un bâtiment dans une ville à côté, là où il y a besoin. On se pose la question de je vais mettre du carrelage. Ah, mais c'est vrai que l'information est compliquée en fait à coordonner le moment où on a besoin de choses à un endroit et le moment où il est démonté à l'autre. Et le modèle économique aussi, de dire. Plusieurs choses. Déjà, donc, ce qu'on disait tout à l'heure au niveau du flux tendu. Le flux tendu, je ne peux pas le garder moi sur les camions et le faire tourner le camion pour les livrer quelque part. Donc, le besoin d'un lieu de stockage temporaire, hein, ce n'est pas pour faire des trucs, des cryptes, tout va rester temporaire, un stock tampon. On est quelque part un peu logisticien par rapport à cela, si la ville de Montpellier, au départ, ils ne voulaient pas le reprendre pour eux. On leur avait proposé, mais ils disaient oh ben non, c'est pas trop ce qu'on va en faire. Donc on disait il n'y a pas de problème, nous on saura. Parce que là, le ramener nous chez nous, effectivement, et faire le tampon du parquet, quoi, comme ça, de cette qualité. Aujourd'hui, il y a 10 jours, on a passé un time-lapse ici d'une minute de ce démontage. On a eu une publication sur LinkedIn il y a 3 jours qui a été, et on a déjà 25 coups de téléphone. Il vaut combien? Vous en vendez? Il arrive où? On en veut, etc. Parce qu'il y a le fait au niveau de la ressource, aujourd'hui, c'est quand même en dehors du prix, hein, même simplement. Il y a des délais. Et là, on est sur quelque chose de local. On est sur un parquet qui est très qualitatif. Le son, il n'est pas à la mode dans le sens où c'est de la petite latte. Par contre, il n'a pas un seul nœud, il n'y a pas un morceau d'aubier, etc. C'est du parquet sportif, donc de très grande qualité. Pour le vendre, on l'aurait vendu là. Il était déjà vendu avant même d'être déposé. Et du point de vue du modèle économique, c'est que là, nous, c'est des prestations de dépose. Donc, on a fait une prestation de dépose avec un coût et on fait une prestation de reconditionnement avec un coût. Vous avez parlé de mémoire technique, ça veut dire que vous avez répondu à un appel d'offres, oui. Si je comprends bien, qui était spécifique à ce sujet-là, qui rentrait globalement dans un marché de déconstruction, remise en état, que sais-je. Alors, il rentrait globalement dans un marché de déconstruction, réhabilitation, remise en état, etc. Mais comme on a été très en amont, on est passé là il y a eu 3 autres, on a été 3 à être consultés pour pouvoir le faire, et on est passé avant travaux. Donc, sans toutes les contraintes, effectivement, avec moins de contraintes, enfin, par rapport à des travaux, on passe avant travaux, puisque nous, effectivement, là, on n'a rien fait de déstructurant, par exemple. Avant travaux, donc c'était plus léger du point de vue des formalités, pas tellement, un petit peu pour nous, puis surtout du point de vue maître d'œuvre, maître d'ouvrage, qui eux, après, il y avait tout ce qui a été fait derrière. Mais c'est dans un marché global, effectivement. Là, normalement, on devrait avoir un autre gros chantier qui démarre dans une dizaine de jours. C'est pareil, il y a eu des appels d'offres où ça a été séparé, la démolition et la partie dépose préservante. Vous pouvez répondre aux deux, ou juste et la partie 1 et la partie 2. Et donc là, il y a bien effectivement, par rapport à un appel d'offres, où on a concouru, où après, nous, on n'a pas de concurrence énorme. Là où c'est vraiment le mieux, là, ça c'est sur un chantier qui devrait démarrer fin octobre, hein, le 27, la mise en place. Là encore, ça fait plus de 8 mois qu'on travaille. Et qu'on travaille, il y a des gens qui sont venus nous appeler, qu'est-ce que c'est la dépose préservante, qu'est-ce que vous faites, le réemploi, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc il y a eu tout un travail en amont aussi, donc depuis longtemps, pour pouvoir le faire. Et là, c'est l'idéal, quand on peut travailler comme ça, longtemps avant. Oui. Du coup, j'avais une question et une remarque. La question, c'était effectivement pour la ville de Montpellier, est-ce que ça leur a coûté plus cher ou moins cher du coup de faire appel à une prestation de démontage plutôt que d'acheter du parquet neuf? Il y a le côté conjoncturel actuellement qui doit jouer, effectivement. Alors ça, c'est ma première question. Et la remarque, effectivement, nous, on a construit notre atelier en 80% de réemploi pour faire des tiny houses qui, elles aussi, sont 80% de réemploi. Et c'est la première fois que j'entends parler, du coup, de l'historique des matériaux, qui, effectivement, est hyper important à mettre en avant, parce que nous, on le voit tous les jours. C'est quelque chose qu'on peut valoriser.
et qu'à chaque fois qu'on fait visiter, on peut parler des matériaux, de l'histoire des matériaux qu'il y a derrière. Et ça, c'est hyper important. Pour y répondre, il y a entre autres l'architecte à la poubelle, Huygens, qui a écrit en 2010 et où il parle justement pas mal aussi de cette dimension mémoire. Moi, comme je disais tout à l'heure, moi ayant été en réhabilitation, c'est quelque chose d'important aussi. La mémoire, le savoir-faire, à chaque fois que je suis quelque part, je me dis, il y a quand même quelqu'un qui l'a construit, il y a quelqu'un qui l'a posé, tout simplement. Il y a eu un ouvrier, il y a quelqu'un qui l'a habité, cet endroit, et sans partir dans des élucubrations, etc., c'est, je sais pas, moi j'ai le respect de la matière, j'ai le respect à ce moment-là de la personne qui l'a posé, de la personne qui a vécu, et la personne qui a vécu, elle a quelque chose dedans. Il y a à Miramas, là, ils ont fait un projet il y a 2 ans maintenant pour une école qui devait être déplacée et où ils disaient on veut une école bas carbone. Vous faites du biosourcé, vous faites du réemploi, vous faites comme vous voulez, mais il faut que ce soit bas carbone, pardon. On vous donne des diagnostics ressources de toutes les ressources qu'il va y avoir autour. Et quelque chose d'important, c'est d'aller enquêter avec les enseignants et avec les usagers de l'école, les enfants comme les parents, pour savoir comment ils étaient dans cette école, qu'ils n'aient pas l'impression qu'on va raser leur ancienne école pour en faire une autre ailleurs. Il faut la mémoire, comment on la prévient, comment on fait un passage. Et ça, il y a de plus en plus. Là, Montpellier aussi, à CN, il y a une grande tour qui va être démolie. Il y a 2 mois d'enquête qui doivent être faits avant, avec une association de quartier, justement sur la mémoire de cette tour. Parce que c'est la plus grande tour en plus d'Occitanie, c'est la tour Assas, c'est plus de 58 mètres. Il y a effectivement tout un travail qui est fait, et maintenant c'est quasiment partout. À chaque fois, dans tous les projets, il y a ce fait. On n'arrive pas, on boucle le quartier, on ferme tout, on met des palissades, on démolit, il y a un truc qui ressort après, et surtout, circuler, il n'y a rien à voir. Il y aura à voir quand on enlève la palissade, qu'il y a le ruban à couper, tout est bon. Je ne sais pas si ça répond. Et du coup, sur la première question, qui était le coût pour Toulouse, pour Métropole. Ça dépend à quel prix pour l'acheter. Aujourd'hui, ils vont sortir la grosse difficulté quand on est vraiment pratico-pratique. Quand on est en dépose comme ça, on a pu faire un essai de dépose le vendredi précédent le début du chantier. Parce que jusqu'à la semaine d'avant, il y avait des matchs. Donc, on avait pu venir voir comme ça, regarder un petit peu sur le côté. On a eu des bonnes surprises, des mauvaises aussi. Par exemple, que ce soit des agrafes de partout. C'était très compliqué. Il y a 100 000 agrafes, quasiment, non. Il y en a 3 à 4 par lame. Par contre, le feutre en dessous, on ne s'attendait pas à avoir un truc de telle qualité. Mais on ne sait jamais. Nous, ce qu'on a garanti à la ville, c'est une obligation de moyens, de mettre tout en œuvre pour sauvegarder ce parquet, en leur disant, a priori, il y aura une perte de 20 à 25%. C'est ce qu'on compte sur tous nos chantiers. Là, il se pourrait qu'on ait une perte de 5%. Donc, ce qui fait qu'ils vont, d'un parquet qu'on estimait au départ à 40 € le mètre carré vendu, donc 40 € pour du chêne massif qui est bien sec, qui n'a pas un seul nœud, qui peut être posé directement, je pense que c'est un prix raisonnable. Là, en fait, s'il y en a un peu plus, on va peut-être arriver à 30 ou 35 € le mètre. Donc, c'est économiquement viable. Mais par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, même sur les bacs acier et autres, pour moi, l'idée, c'est j'essaye de ne jamais être plus cher que le neuf. Mais ça peut aller jusque-là. Parce qu'il y a plus ou moins de difficultés. Parce que ce qu'il disait sur les bacs acier, plutôt que de les jeter du 5e étage, c'est pas facile. Ça va vite. S'il faut que je les prenne pour les descendre jusqu'en bas, c'est pas le même temps. Et donc là, économiquement, mais il faut vraiment que les gens aient conscience de ça aussi, que ça a un coût. C'est pas le démonter, là, le déposer dans une benne, ou le déposer, ranger dans un camion, etc. Ça a un coût. Parce qu'il faut prendre du temps. C'est énormément de manutention. C'est aussi prendre des précautions dessus. Le parquet, on l'a re-rangé correctement quand on le palettilise. On le met bien comme il faut, les faces contre faces, languette contre languette, etc. pour qu'il ne s'abîme pas plus. Les 2 dernières questions. Vos clients de magasin, c'est particulier ou professionnel? Parce que ce qui fait qu'un professionnel
c'est la réactivité, il y a un peu le prix quand même, mais c'est surtout la disponibilité. La réactivité, c'est ce qui joue un peu le stock tampon, donc un peu le trésor, c'est des choses comme ça. Et dans les projets qu'on a pu voir de réemploi ou de démontage, recyclage, ou d'autres comme ça, c'est que est-ce que l'offre elle est adaptée à un professionnel qui doit pouvoir faire un devis à l'avance avec un prix fixé pour son client. Est-ce qu'il aura le nombre suffisant de montants, de bonne longueur pour poser une placo? Est-ce qu'il aura la quantité de peinture suffisante, la même pour faire des, voilà, à l'échelle d'artisan? Ouais. Et même plus gros. On travaille à des échelles plus grandes, qu'on n'arrive pas toujours à satisfaire, hein, loin de là. On rentre dans de la logistique, non seulement de la logistique matière, avoir la matière à disposition, mais aussi de la logistique financière à un moment, parce qu'effectivement, qui va acheter et à quel moment et pendant combien de temps. Si on a eu une proposition de chantier pour tout un immeuble qui est neuf, l'architecte voulait faire du réemploi dedans. On parle avec lui, on lui dit ok, ça, on peut le faire en réemploi. Les salles de bain, les portes de distribution, de communication, etc. Les portes de communication, il en faut 56. OK, quelle échéance? Première chose, donc à quelle échéance? Et on dit, dis donc qu'il les faut pour le 1er janvier. On dit, le 15 novembre, si on ne les a pas, on passe sur du neuf. Lui, il faut qu'il prévoie à ce moment-là. Lui, il avait prévu du neuf, sinon partout. Et c'est pour ça qu'on n'allait pas aller au-delà. Après, le moment où je trouve les portes, si je les trouve 6 mois avant, les 56 qui vont bien, qui lui plaisent et tout, je les stocke où? Qui les paye? Là, on est dans de la logistique financière pour pouvoir effectivement préserver aussi et garantir cette ressource. Avec Recyclobat, avec Edouard, j'ai déjà discuté il y a quelques années de ça, un coup pour lui reprendre, je ne sais plus, pour ce chantier, il y avait une trentaine de lavabos. Il me dit, bon, je peux les garder, maintenant il faut les sécuriser, il faut m'en payer la moitié. Bon, voilà, c'est dur. Là, c'est à chaque fois, il faut ajuster. Et plus on va pouvoir avoir de plateformes, effectivement, qu'il y a, plus on est en amont de la connaissance des chantiers, et plus on va arriver à, effectivement, faire vraiment du circulaire, passer de l'un à l'autre. Mais c'est super difficile. Il y a un moment, c'est de la logistique. Il y avait Fabrice. C'était juste pour une précision sur le prix dont vous parlez tout à l'heure, 40 € du mètre carré, ça inclut vraiment toute la chaîne, c'est-à-dire de la dépose, du reconditionnement, du stockage, de la commercialisation, parce qu'il y a un travail de diffusion aussi de l'information qui est nécessaire. C'est là, la commercialisation, il n'y est pas. Oui, parce que ça a été en direct. Et en fait, moi, c'est le prix auquel, par rapport à nous, la prestation, on a 35 ou 36 000 € de prestation, par rapport divisé par le nombre de carrés. Oui, okay. Après, effectivement, nous, ça pourrait être, si on l'avait dû le vendre directement, est-ce qu'il aurait été au même prix ou un tout petit peu plus cher? On va avoir quelques euros de plus, effectivement, celui-là a été stocké chez nous. Oui. Parce que là, après, c'est eux qui vont le stocker. Mais nous, en 2 mois, c'est parti. C'était pas bon. Alors, on prend la dernière question et après on va enchaîner. Sur la logistique financière, est-ce que tu as déjà eu un maître d'ouvrage qui a préfinancé en direct l'achat de matériel? Alors, on démarre. Donc, mais il y en a certains, oui, qui auraient été prêts à le faire. Et qui, en tout cas, seraient bien partis sur une réflexion. C'est une vraie réflexion de logistique financière où il faut mettre le fournisseur, le client, le banquier. Et après, donc, c'est au cas par cas, quasiment. Aujourd'hui. Dans les marchés d'achat de fournitures, notamment pour la paille. C'est pas pour son collège, a déjà acheté la paille, après le collège. Il n'a même pas encore poussé. Oui, c'est vrai. Merci Valin. On aura le temps d'échanger pendant la pause déjeuner, qui commencera d'ailleurs à 12h50, ce qui nous laisse le temps de terminer l'atelier. Alors moi, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, mais je voulais vous présenter une démarche complémentaire au projet LIFE. Donc, Patrick Delcinetti qui a présenté le projet LIFE Ouest-Ville, qui est plutôt une démarche sur Toulouse Métropole qui vise à massifier le réemploi. Et en parallèle, Envirobat Occitanie, on travaille aussi sur un projet qui est soutenu par l'ADEME et la région, donc, qui s'appelle ROXI, et qui a pour objectif vraiment d'accompagner toutes ces démarches, toutes ces expérimentations,
et surtout créer un réseau d'acteurs du réemploi pour aller ensemble lever les freins. On en a pas mal entendu là, lors des expérimentations. C'est vrai que ça pose encore beaucoup de questions. Donc voilà, c'est un projet sur 3 ans, donc je viens de vous donner l'intitulé, et donc sur toute la région Occitanie. Notre premier travail, du coup, c'était de lever le frein, vers qui je me tourne quand je veux faire du réemploi, qui sont les acteurs du réemploi. Alors la bonne nouvelle, c'est que en Occitanie, il y en a beaucoup, et encore, c'est ce que j'ai réussi à référencer sur 1 an. Donc potentiellement, il y en a peut-être plus qui sont cachés, qui font du réemploi sans le savoir, un peu comme M. Jourdain, hein, et qu'on va découvrir en expérimentant, donc au travers des 58 expérimentations sur Toulouse Métropole, au travers de toutes les expérimentations que vous pourrez faire, que nous pourrons faire sur le territoire. L'autre gros sujet, c'est de se dire, toutes ces expérimentations, c'est hyper intéressant individuellement, mais c'est encore plus intéressant collectivement. Donc derrière, si on arrive à faire remonter tous les retours d'expérience, de se dire, tiens, tout à l'heure, la mine de parquet, est-ce qu'on ne peut pas le refaire ailleurs? Finalement, pourquoi ça a réussi? Dans quelles conditions? Et du coup, si on retrouve ces conditions ailleurs, on pourra le refaire. Donc l'intérêt sur cette deuxième carto, c'est de faire remonter tous les retours d'expérience. Donc aujourd'hui, j'ai référencé 24 opérations. Sur ces 24 opérations, ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire qu'il y en a beaucoup qui sont en phase de conception. Donc ça veut dire que moi, j'ai un chantier à côté. Tiens, celui d'à côté, il est en conception et son objectif, c'est, je ne sais pas, de démonter ou de remonter et il cherche des ressources. Potentiellement, il y a aussi des liens à faire ensemble. Donc, si vous avez des chantiers avec des objectifs, n'hésitez pas aussi à m'appeler. Donc là, on essaye de créer des boucles aussi ensemble. Alors là, ça ne marche pas, ma petite animation, parce que c'est du PDF, mais ce n'est pas grave, je vais vous l'expliquer. On met à disposition aussi une boîte à outils, parce que comme on se pose beaucoup de questions, si on arrive à faire remonter les réponses et à créer des synthèses aussi, parce qu'on a beaucoup de documentation quand on se plonge sur le sujet du réemploi. Il va y avoir de nombreux ouvrages, des gros sujets qui ont été expérimentés aussi au niveau européen au travers du projet FCRBE, par exemple, que vous avez peut-être entendu parler. Donc, l'objectif de cette boîte à outils, qui n'est autre qu'une page de notre site Internet, c'est vraiment de mettre à disposition des ouvrages. Donc, un en particulier qu'on ne voit pas bien, mais qui est juste ici, c'est une synthèse des étapes et actions à mener sur les réemplois avec tous les outils, justement, pour décortiquer. Par exemple, je veux dire, le rapport européen du FCRBE, page 57, il y a un petit bout de prescription qui peut être intéressant à aller chercher. Donc ça a été tout décortiqué au travers de ce document qui a été fait en partenariat avec une ingénierie. Et puis, l'autre gros sujet, c'est aussi la formation et la montée en compétence de tous les acteurs. Parce que on vient avec toutes nos questions, mais on peut être aussi assez novice sur le sujet. Et en fait, on a déjà des acteurs qui ont pas mal dépoussiéré le sujet, soit sur la région, soit ailleurs. Et donc, ces acteurs-là sont capables aujourd'hui de proposer des formations pour au moins donner un premier niveau commun de réflexion sur ces sujets. Donc, on vous propose 4 formations sur ces sujets-là. Et puis, on met à disposition un catalogue de toutes les formations sur la région, parce qu'il y a aussi d'autres niveaux de formation, par exemple pour les ouvriers, les techniciens, les cadres, enfin, tous les niveaux, finalement, toute la chaîne d'acteurs doivent aussi pouvoir se former sur ces sujets. Et enfin, et je termine quasiment par ça, c'est l'animation du réseau d'acteurs. Parce que, comme je disais tout à l'heure, faire dans son coin, c'est bien, on expérimente, on apprend. Mais faire tous ensemble, déjà, on va plus vite et on va pouvoir aller creuser plus loin les questions. Parce que chacun va expérimenter un petit bout et qu'ensemble, en réunissant tout ça, on va pouvoir faire avancer le sujet. Et donc, on accompagne plusieurs groupes de travail. Un groupe de travail qu'on a appelé Reflet, qui a vraiment pour objectif de prioriser les sujets, et puis des petits sous-groupes qui vont aller creuser le sujet. Donc aujourd'hui, on a un sujet avec les bureaux de contrôle et les assureurs, mais aussi tous les acteurs, pour ne serait-ce que définir le réemploi, parce que réemploi, réutilisation, ça fait encore beaucoup de débat. Répondre aux questions substantielles sur lesquelles on peut déjà apporter des réponses.
Et puis, on a aussi en Envirobat Occitanie une démarche qui s'appelle BDO, qui vise à venir questionner les projets sur tout un tas de thématiques. Et on veut renforcer cette démarche aujourd'hui sur la partie réemploi pour que ça devienne un outil pour les acteurs qui souhaitent faire du réemploi. Et enfin, on a un sujet de déconstruction sélective et diagnostic ressources. On va bientôt relancer là, avec Cinétique, justement, sur la partie diagnostic ressources pour essayer d'avoir un espèce d'outil commun. Donc, vous avez la primeur de l'information puisque le mail n'est pas encore parti. Mais voilà, on va travailler là-dessus. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire s'il y a des sujets qui vous intéressent. Et enfin, l'animation du réseau, vous pouvez aussi la suivre sur la page LinkedIn Roxy, sur laquelle on donne tout un tas d'actualités. Et enfin, sur Cyclope, il y a une communauté qui s'appelle BTP, et c'est votre communauté. Parce que l'idée d'une communauté, c'est pas que de l'info descendante. Donc, moi, j'essaye de l'animer, de la piloter. Mais derrière, si vous avez des propositions, des sujets, n'hésitez pas, c'est votre plateforme. C'est ça, elle est ouverte à tous les acteurs, c'est-à-dire que si vous avez une expérimentation à remonter, n'hésitez pas à mettre en ligne, vous n'êtes pas obligé de passer ni par lui ni par moi, enfin pour aller poser vos retours d'expérience, vos sujets, ou voilà, c'est au contraire enrichir un peu ces connaissances et vous faire connaître aussi sur cette communauté. Il y a peut-être quelques questions. Des centres de ressources fédérés avec les autres structures qui, au niveau national, font un peu le même niveau de avec le projet qui... Ouais, Envirobat Occitanie, réseau bâtiment durable. À Bordeaux, etc. Ecopolis à Paris, donc bref, chacun, mais si vous tapez le réseau bâtiment durable, vous nous trouvez tous. Et quand je suis arrivée, c'était un peu la première chose que j'ai fait, c'est de taper le réseau et de leur demander qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur région, justement, pour peut-être mettre en commun les choses. Et en fait, on n'a pas tous le même niveau d'avancée sur le sujet. Déjà parce qu'on n'a pas tous la chance d'être subventionnés à travers d'autres projets. Et on fonctionne un peu de ce qu'on peut développer. Et il y en a beaucoup qui s'intéressent au sujet parce qu'effectivement, ça prend de plus d'ampleur. Normalement, chacun d'entre eux veut trouver au moins des petites réponses. Et on laisse la parole à Elian sur un autre projet. Petite connexion, il y a une dizaine de minutes à peine. Je sais pas. Peut-être 8. Bon, je vais passer vite certaines slides. Moi, je voulais vous témoigner d'une expérience qu'on a faite sur un chantier qui s'inscrit dans une réflexion qu'on porte depuis plusieurs années sur essayer de réutiliser les terres d'excavation, les terres de site, soit sur le chantier, soit sur des chantiers voisins. Voilà, donc là, c'est le projet de la maison de santé de Prades-Bon-Repos, dont la conception a été commencée en 2007. Vous êtes prié, pour des raisons de sécurité, d'évacuer le bâtiment par les sorties les plus proches. Ça sera, voilà. Pas de faire plus. Bon, je le laisse brancher, on ne sait jamais. For security reasons, you are